François-Xavier Bellamy, bonsoir, ça va? Très bien, c'est une joie d'être ici. Est-ce que Wauquiez a décidé? Est-ce que vous serez la tête de liste des Républicains aux Européennes? Je crois que Laurent Wauquiez n'a pas encore pris sa décision. En tous les cas, j'ai pas d'informations sur le sujet et ce sera une discussion évidemment entre lui et les responsables des Républicains, j'imagine, et puis aussi entre lui et moi, parce que la question c'est aussi de savoir ce qu'on peut faire ensemble dans cette aventure. Bien sûr. Alors, Brice Hortefeux a déclaré: Bellamy coche 2 cases, la jeunesse et le renouvellement. On peut être jeune, dit-il, et ne pas renouveler. Geoffroy Didier, par exemple, est jeune, mais il est dans le paysage politique depuis 10 ans. Bellamy, lui, est frais. Il y en a d'autres qui vous trouvent un peu trop chérubin, un peu trop hors sol. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En fait, c'est une situation très étonnante pour moi parce que je n'ai pas fait acte de candidature, je n'ai pas souhaité être candidat à cette élection. J'ai découvert, j'ai appris que c'était une hypothèse sur laquelle les Républicains travaillaient. J'en suis très touché, évidemment. Maintenant, c'est d'abord une question de projet, c'est une question de vision. La crise dans laquelle on est aujourd'hui, elle montre qu'on a d'abord besoin d'idées et c'est pas tellement une question de tempérament. Je ne crois pas être un chérubin en tous les cas et j'espère savoir le démontrer à l'occasion. Chérubin. Non, mais ça discute parce que Gérard Larcher, par exemple, il dit c'est moins grave si Bellamy est sur la liste sans être en tête. Vous vous dites j'irai là où je serai utile. Moi, c'est la seule chose qui compte pour moi aujourd'hui. Encore une fois, j'ai été engagé en politique, c'est d'abord une expérience locale pour moi. J'ai eu l'occasion de travailler effectivement en cabinet quand j'étais encore étudiant, parce que c'était une occasion de découvrir cet univers qui est passionnant. Mais c'est vrai que ma vraie vocation, ma vraie passion, c'est la philo. C'est l'enseignement de la philo. Et j'ai toujours voulu enseigner dans le secondaire. Aujourd'hui, j'enseigne et c'est un métier qui me passionne. Et d'ailleurs, ce que je dois dire au passage, c'est que tous les lundis soirs, vous êtes au Théâtre Saint-Georges et vous parlez philosophie, ça a beaucoup de succès. Donc de toute façon, vous n'avez pas besoin de vous cherchez pas un job en vérité. Je ne cherche pas spécialement un job, je cherche à être utile, c'est vrai, dans un moment où on voit bien qu'on est très nombreux, Français, à se sentir un peu déboussolés devant une situation pleine d'incertitudes et qui, sans doute, est une situation qui appelle une réponse sur le fond. On a besoin de sens, on a besoin de savoir où on va. Et voilà, si cet engagement politique m'est confié, la seule question qui m'habite, c'est la question de savoir comment servir. Alors, votre mouvement s'appelle Unis pour servir. On ne peut pas être plus clair, hein, je dois dire. Alors, on va voir pourquoi. Donc, il est autant question de François-Xavier Bellamy. On va parler de votre philosophie. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Alors, François-Xavier Bellamy, votre dernier essai qui s'appelle Demeure chez Grasset est un manifeste, disons, conservateur, mais qui ne s'égare pas dans les jérémiades de la déploration, de la disparition d'une France blanche, fermée, révolue. Vous êtes très ouvert, en fait. D'abord, ce qui serait absurde, c'est de tomber dans quelque déploration que ce soit. Le but, c'est d'essayer de redécouvrir que on peut aimer les choses qui sont. Et ce que je reproche le plus à la passion du nouveau monde et du changement perpétuel, c'est au fond de nous faire toujours détester le présent. Le présent, le réel, les hommes et les femmes que nous sommes, c'est aussi quelque chose de merveilleux qui mérite d'être habité de nouveau. Et quand j'entends dire, voilà, aujourd'hui qu'il faudrait forcément tout transformer, tout changer, peut-être que je me dis justement que c'est cette incapacité à habiter vraiment le monde, à y demeurer vraiment, qui crée aussi cette espèce d'anxiété collective qu'on partage. Alors vous dites à la droite, comment revendiquer haut et fort des valeurs morales et laisser le marché gouverner nos vies? C'est-à-dire que votre droite à vous, c'est pas la droite business, et ça c'est intéressant. Il y a de toute évidence, on a besoin d'une activité économique qui fonctionne parce que c'est là que se crée la richesse qu'on peut partager ensemble. Mais on a aussi besoin d'une vie politique qui ne soit pas seulement fascinée par un taux de croissance. Et c'est peut-être ce que malheureusement la droite a pu faire. C'est ce dans quoi elle a donné le sentiment de s'enfermer parfois. Parce qu'en réalité, je crois qu'il y a quelque chose qui a parasité le débat politique pendant longtemps, qui était le marxisme. Et donc pendant très longtemps, soit on était du côté de l'Est du mur de Berlin et on voulait l'économie administrée. Et si on s'opposait à ça, on défendait d'abord une économie libérale. Et tout se passe comme si, au fond, la droite s'était concentrée fondamentalement sur des questions économiques, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est de proposer un vrai modèle de société, un vrai modèle qui puisse nous permettre de reconstruire du commun aussi. C'est ça qui compte le plus. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les Républicains explosent en 3 parties? Il y a la droite, disons, libérale, c'est ceux qui sont macronistes, en fait, c'est Alain Juppé, en gros. Une droite socialiste nationale, c'est la droite de Marine Le Pen, du Rassemblement national, et une droite catho, tradie, qui est un peu sens commun, la manif pour tous, c'est-à-dire un retour vraiment aux fondamentaux.
La question, c'est qu'est-ce qui nous distingue? Et c'est vrai que je crois qu'il y a deux grandes sensibilités, au fond, qui se partagent sur les grands sujets qu'on a devant nous. D'un côté, il y a des gens qui vont dire ce qui compte, c'est d'abord d'aller vers l'avenir et de tenter de dépasser le monde tel qu'il est. De l'autre côté, il y a des gens qui, moi je me reconnaîtrais là-dedans, se disent il faut qu'on fasse attention parce que ce monde, il a de la valeur, on a dans nos mains des biens qui sont nécessaires et qui sont nécessaires pour qu'on puisse continuer aussi de partager une vie commune. Et cette intuition-là, on peut l'appeler conservatrice, mais je crois que ce serait dangereux de l'enfermer là-dedans parce qu'elle touche aussi des gens qui ont voté à gauche toute leur vie ou qui se sentent écologistes. Et bien cette intuition-là, peut-être c'est celle qui incarne en fait, en réalité, ce qu'on pourrait appeler la droite au sens historique et intellectuel de ce terme. Tout à fait. Alors vous dénoncez le culte du mouvement, du progrès propre à nos sociétés. Vous dites le progressisme ne consiste pas à faire des progrès, mais à croire que tout changement est un progrès. Super punchline. C'est clairement l'attitude dans laquelle on est aujourd'hui. Au fond, la question n'est pas d'être pour ou contre le progrès. Tout le monde veut progresser. La grande question politique, c'est de savoir qu'est-ce qui est un progrès et qu'est-ce qui n'est pas un progrès. Et c'est pas forcément parce qu'on est en train d'avancer vers un nouveau monde que ce monde est forcément meilleur. En fait, le monde est en proie au bougisme. C'est sans doute ce qui a fait perdre son sens à la politique. Absolument. Aussi. Parce que si tout ce qui change est bon, alors dans ce cas, on n'a plus de questions à se poser. Vous dites ce n'est pas parce qu'une pratique est plus récente qu'elle doit être préférée. Vous savez, parfois on dit c'est comme s'il était interdit de penser que c'était mieux avant. Sur certains points, oui, peut-être qu'on a perdu des sagesses qu'on avait autrefois et qu'on n'a plus aujourd'hui. Et peut-être qu'on doit se remettre à l'école. Vous savez, faire de la philo, c'est se mettre à l'école d'auteurs qui sont morts depuis très longtemps et se dire qu'ils ont une sagesse à nous enseigner qui mérite d'être actualisée. Mais quand je vois Michel Onfray, qui est notre invité demain dans Les Terriens du dimanche, revenir à la sagesse romaine, je me dis que vous avez raison. Je lis Michel Onfray avec beaucoup d'intérêt et l'idée qu'on puisse remettre dans notre propre actualité, dans notre vie, des leçons de sagesse qui viennent de l'Antiquité latine, par exemple, c'est une idée qui touche aussi. Alors, et c'est là où le mot conservatisme me paraît trop fragile, c'est qu'en fait, c'est pas du conservatisme, c'est une manière seulement d'être intelligent, tout simplement, avec la réalité. Oui. Vous dites, la dialectique progressiste consiste à opposer un ancien et un nouveau monde, le premier étant par principe moins parfait que l'autre. Ça, c'est clairement, au fond, ce qui a résumé le débat politique de 2017. Et on voit bien aujourd'hui que les choses sont plus compliquées que ça. Peut-être qu'on est en train de vivre à travers la crise qu'on traverse maintenant, à travers ce grand débat qui s'engage et dont personne ne sait exactement à quoi il nous conduit. C'est peut-être ce débat manqué. Au fond, si la question consiste à dire que le nouveau monde est forcément meilleur que l'ancien, il n'y a plus de questions à se poser. Mais on voit bien qu'il y a des questions qui se posent et qu'on a besoin de partager ces questions. Et c'est ça la politique, en fait. Vous dites que la droite a fini par apparaître comme un syndicat de défense des privilégiés. Il faut que la droite se consacre aux déshérités avant tout. Moi, je prendrais un exemple tout simple. Je reviens à la réalité de mon expérience d'enseignant. C'est vraiment ma vocation. J'ai toujours voulu enseigner dans le secondaire. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai été au contact de ceux qui sont directement les principales victimes de la crise de notre école. Quand la droite a défendu une opposition très forte aux questions éducatives, aux réformes qui avaient lieu, elle le faisait souvent en disant il faut défendre l'excellence, il faut défendre l'élitisme. C'est vrai d'une certaine manière qu'il faut défendre l'excellence, mais il faut d'abord défendre l'excellence, non pas pour ceux qui sont déjà les plus favorisés, il faut d'abord la défendre pour ceux qui sont directement victimes de la baisse du niveau dont notre école souffre aujourd'hui, c'est-à-dire de ceux qui sont aujourd'hui dans les familles qui cumulent le plus de difficultés. Ça, c'est un grand thème de la droite, défendre la culture, défendre la transmission de l'héritage, mais nous devons défendre ces questions-là d'abord pour les plus déshérités et pour les plus défavorisés. Alors, primat de l'intellectuel et du culturel sur l'économie, et préférer la lettre aux chiffres. Et ça, Edgar Morin m'a dit ici qu'effectivement, le monde avait basculé le jour où les chiffres ont pris le pouvoir. C'est vrai qu'on vit cet aboutissement aujourd'hui, qui est la numérisation du monde, où tout ce qui existe doit pouvoir être traduit en chiffres, où tout ce qu'on vit doit pouvoir être converti en nombres. Cette numérisation du monde, cette passion pour le big data, peut-être elle nous laisse un peu démunis quand il s'agit de dire ce qui ne se traduit pas en nombres. Et je crois, je ne vais pas donner le sentiment que je suis opposé au nombre, que je suis opposé à la liberté d'entreprendre, à l'initiative, à la réussite économique. C'est très important, encore une fois. Mais de fait, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait un marché qui fonctionne bien. Mais ce qui donne un sens au marché, ce qui donne un sens aux chiffres et à l'échange, c'est ce qui ne s'échange pas, c'est ce qui ne se marchande pas. Alors, vous attendez quoi du grand débat national, François-Xavier Bellamy ? Je ne sais pas trop quoi en attendre, parce qu'en fait, ce qui me fait très peur, c'est le sentiment qu'on ne sait pas du tout à quoi il va finir par servir. La politique, c'est aussi des rythmes qui sont déterminés par les institutions. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'on paye assez cher le fait que le débat de 2017 n'a pas été pour la France l'occasion d'un vrai choix d'avenir. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec toutes ces questions qu'on n'a pas réglées, en fait. Sans doute, on ne fera pas l'économie de
retourner ensemble au moment de ce choix. Parce que si c'est juste un débat en l'air, je ne sais pas tellement ce que le président de la République pourra faire des résultats qui lui seront confiés. Si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous reviendriez sur le mariage pour tous? Si j'étais au pouvoir, je pense qu'il faudrait qu'on repense en profondeur la question de la famille. C'est ça qui m'a beaucoup blessé dans ce débat, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à se comprendre, au fond, qu'on n'a pas réussi à en parler vraiment. Ça a été une occasion de confrontation très vive. Très dur. Et très dure, et d'une certaine manière très blessante pour tout le monde. Dans ce débat, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de dire justement que dans ce monde où tout est mouvant, on a besoin de repères clairs et stables. Et que être un enfant, ça veut dire savoir qui sont ses parents, et qu'on ne peut pas faire du seul désir l'occasion du lien de filiation. Si on fait du seul désir l'occasion du lien de filiation, ben on sait la fragilité du désir. Et en disant ça, je ne parle pas spécialement de la question de l'homosexualité ou des personnes homosexuelles. C'est une question qui évidemment portait et pesait sur elles. Mais d'une certaine façon, ce n'était pas d'abord le sujet. Le sujet fondamental, c'est qu'est-ce que c'est qu'une famille? Et ça fait trop longtemps vraiment qu'on est en train de détricoter par tous les moyens possibles, je pense à la politique familiale en particulier, qu'on est en train de détricoter ce qui faisait une des forces de notre pays, c'est-à-dire le fait qu'il se reposait, qu'il s'appuyait sur la solidité des liens familiaux. C'est un grand impensé d'ailleurs de la question des gilets jaunes aujourd'hui. Sur les ronds-points, les gens disent d'abord qu'ils sont tout seuls. Et cette solitude profonde qu'on est tous exposés à vivre aujourd'hui, elle est aussi liée à la question de la famille. Si j'étais au pouvoir, je tenterais, ou en tous les cas si demain je fais de la politique, je tenterais simplement d'essayer de reposer cette question de savoir ce que c'est que ce lien fondamental qui nous réunit. Alors, si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous seriez plus restrictif sur l'accueil des migrants? Oui, parce que je pense qu'en fait, une politique qui prétend à la belle intention de l'ouverture inconditionnelle provoque exactement la catastrophe qu'elle dénonce. Fondamentalement, tout ce qui augmente les flux, tout ce qui fait comme si on pouvait croire qu'il y a des migrants. C'est incroyable d'ailleurs ce mot de migrant. Personne n'est un migrant en fait, personne n'est en déplacement. On est tous justement des êtres humains, on a tous besoin d'une demeure. Et tout migrant qui est arraché à son univers familier, à sa demeure, soit par la violence du lieu où il se trouve, soit par le fait qu'un Eldorado l'attire, qui est en fait une utopie, une fiction, tout migrant qui est arraché à son milieu naturel vit d'abord un arrachement. Il est perdu, il perd quelque chose de fondamental. Et en fait, quand on fait comme si on pouvait venir ici sans condition, quand on fait comme si c'était facile de s'installer dans notre pays, on provoque la tragédie. J'ai lu un rapport passionnant il y a quelques jours qui dit que, c'est des chercheurs européens qui ont travaillé sur le sujet, que le business des passeurs s'alimente de la fragilité des procédures d'asile. Et le business des passeurs, on sait ce que c'est de la traite d'êtres humains, avec évidemment les plus belles promesses et qui se nourrit de nos belles intentions. Et donc il faut qu'on soit capable de dire, voilà, construire une demeure, c'est-à-dire avoir 4 murs et une porte, c'est la condition pour accueillir ceux qui en ont vraiment besoin, mais c'est aussi ce qui doit nous permettre de faire en sorte qu'on retourne à un monde qui soit un peu plus sensé, où on ne facilite pas indéfiniment les circulations qui provoquent du malheur à grande échelle. Pourtant, François-Xavier Bellamy, la charité chrétienne vous imposerait quand même de recevoir ces gens qui souffrent dans leur pays, non? Bien sûr, il faut ouvrir la porte à ceux qui en ont besoin, à ceux qui en ont absolument besoin. Mais je dirais 2 choses sur le sujet. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui viennent dans notre pays sont ceux qui ont réussi à réunir dans leur pays suffisamment d'économies, suffisamment de moyens pour partir. Ceux qui ont quelques formations, quelques diplômes. Et donc, en fait, derrière, là aussi, nos bonnes intentions... Ça appauvrit ces pays-là. Il y a évidemment ce qui vient empêcher ces pays de se développer comme ils le devraient. La deuxième chose, qui est très importante aussi, c'est qu'en réalité, l'asile, ça suppose de pouvoir aller dans un pays sûr quand votre pays est traversé par la guerre ou par la violence. Quand vous êtes dans un village et que votre maison brûle, c'est normal que vous puissiez être accueilli chez votre voisin parce que vous en avez besoin. Mais quand vous êtes dans un village et que votre maison brûle, vous n'avez pas nécessairement le droit d'entrer dans n'importe quelle maison du village. Aujourd'hui, on est tombé dans une sorte de folie avec la question de l'asile, où on fait comme si, parce que votre pays ne va pas bien, vous avez le droit d'habiter dans le monde entier, là où vous en avez envie. Alors, il y a peut-être une dernière chose à laquelle je pense, là, j'en parlais à ma femme d'ailleurs, c'est la question Colombo. François-Xavier Bellamy, est-ce que vous avez été choisi par Dieu pour sauver la France? J'ai jamais été en communication directe avec Dieu, donc je n'ai pas cette information. Je n'ai même pas l'information de Laurent Wauquiez pour savoir si je vais diriger le parti. Donc vous voyez, c'est... Donc vous n'êtes pas en mission pour le Seigneur? Je suis catholique, je l'assume parfaitement, il n'y a aucun problème avec ça. Je pense qu'on a toujours intérêt à dire quels sont les engagements qu'on a. Oui. En revanche, je pense que quand on rentre sur le terrain politique, c'est un peu comme en philosophie, on rentre sur un terrain où c'est la raison qui doit s'exprimer. Ouais. Et je suis très inquiète de voir se dessiner un monde dans lequel on est tout le temps ramené à une communauté religieuse
et dans lequel on voudrait imposer les valeurs de sa communauté, religieuse ou non d'ailleurs. Ouais. Ce qui compte dans la vie politique, c'est pas de défendre les valeurs de sa communauté. Et si je m'engage en politique demain, ce sera même pas pour défendre mes convictions, ce sera pour tenter de servir le bien commun. Et je défends mes convictions parce que je pense qu'elles peuvent servir le bien commun, mais pas parce que je défends mes convictions ou une communauté parmi d'autres. C'est clair, il n'est pas en mission pour le Seigneur. François-Xavier Bellamy, merci d'avoir été avec nous.